La cause palestinienne devient encore une fois à la tête des priorités arabes malgré les différentes crises que traverse le monde arabe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Anifak, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines presque 60 minutes qui sont bien sûr à l'âge de cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands événements, les grands débats, notamment qui touchent la scène égyptienne. En fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ne sont que parmi les grandes déclarations faites aujourd'hui après ou à l'issue d'une réunion extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères au sein de la Ligue arabe. Bien sûr, il y avait des initiatives très importantes en ce qui concerne la solution pour résoudre les conflits, pour arriver à une issue juste et compréhensive au conflit palestino-israélien. C'est ce qu'on va savoir bien sûr durant les prochaines minutes, mais justement, je dois vous rappeler qu'aujourd'hui même, l'Égypte a hébergé une réunion tout à fait importante en ce qui concerne le dialogue interpalestinien pour arriver bien sûr à éliminer toute division palestinienne. Mais justement, avant de vous donner un peu plus de détails, je dois bien sûr saluer M. Ahmad El-Anissi Nassif, analyste politique, écrivain. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nathalie International. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous pour m'avoir. Merci. Donc, on voit, chers téléspectateurs, très vite, sous les auspices de l'Égypte, du président égyptien Fattah al-Sisi, les factions palestiniennes, dont les rivaux du Hamas et du Fatah ont entamé aujourd'hui au Caire des discussions clés en vue des premières élections depuis 15 ans. Les travaux ont débuté avec la participation de toutes les factions sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi. Les discussions visent même à lever les obstacles à la tenue des élections législatives prévues en mai et de la présidentielle fin juillet. Parallèlement, encore une fois, il y avait une réunion extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères sur la question palestinienne, bien sûr ici au Caire, mais aussi cette réunion a connu une sorte de... je peux dire, une sorte de rapport en ce qui concerne la Libye, en ce qui concerne la crise yéménite. Mais justement, je dois vous laisser avec ce petit reportage. Les factions palestiniennes, dont les rivaux du Hamas et du Fatah, ont entamé lundi au cœur des discussions clés en vue des premières élections depuis 15 ans, a indiqué la télévision d'État égyptienne. Les travaux ont débuté avec la participation de toutes les factions sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi, a annoncé la chaîne. Au total, 14 factions palestiniennes participent au dialogue. Les discussions visent à lever les obstacles à la tenue des élections législatives prévues en mai et de la présidentielle fin juillet. Parmi les questions épineuses à l'ordre du jour figure le système juridique et sécuritaire à adopter lors des scrutins et le sort des électeurs de Jérusalem-Est, secteur de la ville sainte occupée et annexée par Israël. La délégation des cadres du mouvement Hamas est arrivée au Caire pour participer aux sessions du dialogue national qui débute lundi, a annoncé le Hamas dans un communiqué. Selon des informations de presse, une délégation du Fatah menée par Jibril Rajoub était déjà arrivée la veille dans la capitale égyptienne. Parallèlement, une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe sur la question palestinienne se tient lundi au Caire. En 2006, les dernières législatives palestiniennes avaient conduit à la victoire du Hamas, qui n'avait pas été reconnu par ses rivaux du Fatah, menant à des affrontements sanglants entre les deux camps et à la naissance de deux systèmes politiques séparés. L'autorité palestinienne dirigée par Mahmoud Abbas est contrôlée par le Fatah, siège en Cisjordanie, territoire occupé par Israël, où vivent 2,8 millions de Palestiniens. L'enclave palestinienne de Gaza, mince bande de terre de 2 millions d'habitants sous blocus israélien, est, elle, dirigée par le Hamas.
Donc très rapidement, votre lecture en ce qui concerne cette scène, en ce qui concerne ces activités très intenses ici au Caire pour résoudre deux choses. Résoudre cette division interpalestinienne et arriver à un processus de paix équitable, juste, compréhensif, avec bien sûr Jérusalem-Est comme capitale pour un État palestinien indépendant avec les frontières de 1967. Comme toujours, l'Égypte est en train de jouer le rôle principal dans la cause palestinienne. Logiquement, pas seulement la cause palestinienne, si on est en train de faire une négociation, et ça c'est quelque chose qu'on apprend à nos jeunes, quand jamais ils commencent une négociation, ils doivent chercher le décideur, ce qu'on appelle les décideurs de l'autre côté. Parce que si on va s'engager avec quelqu'un et cette deuxième partie n'a pas la possibilité, n'a pas le pouvoir de faire les choses sur le terrain, donc on est en train de perdre le temps. Et ici, l'Égypte a bien reconnu qu'on ne peut rien faire, vraiment, on ne peut pas avancer un seul centimètre si jamais on n'a pas une côté palestinienne unie. Okay? Donc si jamais, parce que si jamais on va faire un accord, ou l'autre côté va faire un accord avec Hamas, l'autorité du Fatah ne va pas l'accepter et vice-versa. Donc on ne va jamais avancer. Et la chose que l'Égypte reconnaisse très bien, et malheureusement ce n'est pas aussi clair que pour nos confrères en Palestine, que autant que le temps passe, l'autre côté on profite du temps et ils sont en train de gagner sur le terrain, qui va nous mettre la négociation vraiment en cause et les gains de plus en plus difficiles. Le temps, ça compte pour tout. Et c'est pour cela que l'Égypte, aujourd'hui, commence par faire ou résoudre les problèmes qu'ils ont et en même temps arriver à une élection, des élections palestiniennes pour choisir leur leader et leur gouvernement qui fait un front qui soit capable de s'asseoir de l'autre côté de la table avec les Israéliens ou les Américains ou n'importe qui va mener la négociation. Aujourd'hui, on peut aller nulle part avec la situation présente du peuple palestinien en deux côtés qui se posent et qui ont malheureusement, et ça fait très mal au cœur de dire que peut-être qu'il y a une rivalité entre ces deux côtés plus dure entre chacun de ces côtés et l'autre côté israélien. Encore une fois, ou à l'issue de cette réunion extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères, tous les ministres ont dit que la cause palestinienne est à la tête des priorités arabes, même malgré les différentes crises, malgré les différents problèmes qu'a connus le monde arabe. Donc c'est un message très important. C'est un message très important et c'est le moment d'envoyer ce message est aussi important que le contenu du message elle-même. Parce que nous sommes maintenant presque même pas un mois avec une nouvelle administration américaine en place, avec un changement de direction dans la politique américaine dans la région. Donc c'est très important de faire le point avec tout le monde que vraiment la cause palestinienne reste au bout de l'agenda des pays arabes. Mais une deuxième fois, on a perdu beaucoup de temps et on n'a plus le luxe du temps parce qu'il y a d'autres priorités dans la région maintenant qui deviennent de plus en plus importants et je pense que le ballon est dans le camp de nos confrères palestiniens pour qu'ils commencent à réagir. Le temps de parler, je pense, est presque fini et c'est maintenant le moment de prendre des actions concrètes sur le terrain. Ouais. Bien sûr, M. Samar Choukri a dit que il n'y aura, je cite, il n'y aura pas de stabilité au sein de la région de Proche-Orient, sauf à l'ombre
qu'à l'ombre même d'une paix durable, compréhensive, basée sur des règlements justes qui réalisent les aspirations du peuple palestinien. Donc, encore une fois, durant cette réunion, tous les ministres ont dit que l'essence de la stabilité du Proche-Orient, d'arriver à une sorte de paix durable, c'est la question palestinienne. Le message n'est pas, on ne l'entend pas pour la première fois, mais le contexte, c'est ça qui est en train de changer avec une cadence vraiment très rapide. Et c'est très important, une deuxième fois, d'entendre ce que le ministre des Affaires étrangères égyptien vient de dire, ce qu'il vient de signaler à tout le monde. Que, une deuxième fois, le temps a une importance, on n'a plus le luxe de temps. Seulement si on prend un petit flashback et on se rappelle en 1982, quand le drapeau palestinien était à Mina House, ils étaient invités pour participer avec la négociation du paix, et ce qui était possible à gagner en 1982, et ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, on a déjà perdu un atout énorme. Si on va attendre 10 ans ou 20 ans, la seule chose qui va se passer, ce qui va être possible à négocier, va diminuer encore plus. Donc vraiment, l'Égypte est en train de jouer un rôle très principal ici, comme elle l'a fait toujours, mais elle ne peut pas décider pour nos confrères palestiniens. Oui, mais ici, encore une fois, en ce qui concerne le changement sur la scène arabe, sur la scène américaine, sur la scène régionale, M. Ahmad Al-Gheit a commenté à la déclaration finale de cette rencontre ou cette réunion extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères, il a dit que pour la première fois, il y a une seule voix, avec une sorte de convergence des points de vue en ce qui concerne la cause palestinienne, avec une bénédiction palestinienne. Donc on parle aujourd'hui d'une seule voix, et les autres ministres, bien sûr, ont dit qu'aujourd'hui on a dépassé les crises qui divisent les Arabes, on a sauté sur des différents problèmes pour concentrer les efforts sur la cause palestinienne. Ce que Son Excellence vient de dire, ça c'est la seule façon qu'on peut avancer sur la cause palestinienne pour le bien du peuple palestinien. Ça reste que ce qu'il vient de déclarer est vraiment ce qui va être pratiqué par tous ceux qui sont, comment dire, vont participer dans ce qui va se passer dans les quelques mois ou la période qui suit. Oui, encore une fois, les ministres arabes, à partir de la Ligue arabe, ont dit qu'il y a une sorte d'initiative initiative de paix arabe basée sur la solution de 2 États pour résoudre le conflit israélo-palestinien avec les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale pour un État palestinien indépendant. Donc, encore une fois, est-ce que c'est fini pour les autres propositions, les autres initiatives? Oui ou non? Écoutez, ce scénario n'est pas très différent de l'initiative du roi Abdallah de l'Arabie rahmallah, qu'il a présenté d'Arabie Saoudite. Il y a presque plus que 10 ans, presque 15 ans qu'il a présenté ça, mais ce qui était inclus de l'autre côté, c'était d'avoir des relations diplomatiques avec la plupart des pays arabes. Ce que je crains que les Israéliens ont gagné ça, et ce qu'on appelle, on a un atout de négociation qui est en train de diminuer tout le temps.
le chef de la Ligue arabe, Amr Moussa, précédent, a fait un commentaire dans ce sens. C'est très bien d'avoir des relations diplomatiques, mais qu'est-ce qu'on a vraiment gagné avec ça? Dans la négociation, ou n'importe quelle négociation, il y a une règle. On ne donne rien pour rien. Okay? Donc, on a donné quelque chose qui était très important. Ça a été mis sur la table il y a presque 15 ans. Et on n'a pas vraiment gagné grand-chose. Et c'est ça ce que je crains. Que de plus en plus, notre atout de négociation sont en train de diminuer et on va avoir de moins en moins de choses à offrir. Oui. Donc c'est très important une deuxième fois qu'on acte et qu'on acte maintenant. Ouais, on va revenir encore une fois aux actes et aux effectifs soulignés par les ministres arabes des Affaires étrangères. Mais justement, je dois vous présenter avec notre chers téléspectateurs un reportage qui va vous donner, chers téléspectateurs, un peu plus de détails en ce qui concerne le deuxième mandat pour M. Ahmed Aboulreit en tant que président ou secrétaire de la Ligue, ou plutôt le secrétaire général de la Ligue arabe. Et bien sûr, le secrétaire de la Ligue arabe tient toujours aux principales constantes de la cause palestinienne. C'est ce qu'on va savoir durant les prochaines minutes. La Ligue arabe, une organisation régionale qui regroupe les pays du monde arabe, est plongée dans l'élection du secrétaire général, dans laquelle l'Égyptien Ahmed Aboulreit aspire à revalider son mandat initié en 2016. L'Égypte nomme M. Aboulreit au poste de secrétaire général de la Ligue arabe pour un second mandat. Le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé des messages aux dirigeants arabes pour exprimer l'intention de l'Égypte de nommer M. Aboulreit. Le Caire se réjouit du soutien des dirigeants à cette nomination qui est conforme aux dispositions de la charte de la Ligue, a déclaré le porte-parole de la présidence dans un communiqué. Cette nouvelle nomination s'inscrit dans le cadre du grand intérêt que l'Égypte prête au travail de la Ligue arabe qui sert les peuples arabes, a expliqué le porte-parole. Cela a caractérisé le rôle de M. Aboulreit durant son premier mandat de gestion avisé de l'action arabe commune. Le premier mandat du secrétaire général prendra fin en juin prochain. La nomination du secrétaire général, M. Ahmed Aboulreit, pour un second mandat s'inscrit également dans le cadre du grand intérêt que l'Égypte s'attache au travail de la Ligue des États arabes et à sa volonté d'apporter tout le soutien possible à l'organisation sous le toit de laquelle les aspirations des Arabes se concrétisent dans une action arabe collective couronnée visant à servir les peuples et les intérêts arabes. Ancien ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Aboulreit est nommé au poste de secrétaire général de la Ligue arabe en 2016. Il avait succédé à Nabil El-Arabi. La Ligue arabe est attachée aux principales constantes de la cause palestinienne. M. Aboulreit avait réitéré l'attachement de la Ligue arabe aux principales constantes de la cause palestinienne qui comprendraient une solution conforme aux principes du droit international, aux décisions de légitimité internationale et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Donc nous avons actuellement en ligne de la TV internationale l'ambassadeur Wafa Bassim. Bien sûr, c'est une plutôt ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Madame l'ambassadrice. Bonjour. J'aimerais bien vous proposer cette question. Aujourd'hui, vous avez bien sûr suivi, il y a presque une heure, la déclaration finale de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères. Bien sûr, il y avait une seule voix, une seule vision, des initiatives efficaces pour arriver à une sorte de paix globale, juste, avec sur le terrain un travail, une action arabe conjointe plus forte et avec ou dans la main plutôt des constantes ou des principales constantes très claires, très fixes
en ce qui concerne les droits légitimes du peuple égyptien, du peuple palestinien plutôt, en ce qui concerne la solution d'un seul État. Et donc, votre commentaire. Merci d'évoquer aussi rapidement cet événement que je trouve extrêmement important et comme l'a décrit le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Aboulghait, que c'était vraiment une des sessions les plus intéressantes, prioritaires, unitaires qui se sont passées depuis quelques années. Et on peut se référer à trois résultats ou outputs importants qui sont là. La première chose, c'est la restauration du consensus arabe en ce qui concerne le cas palestinien et en même temps, c'est pas seulement un consensus arabe, mais c'est un consensus qui est satisfaisant pour nos frères palestiniens et qui était présent aujourd'hui, représenté par le ministre Riyad El-Malki, le ministre des Affaires étrangères palestinien. Le deuxième résultat était la décision unanime des pays arabes présents ou même qui étaient à travers le virtuel, le canal virtuel, c'était de créer ce mécanisme de consultation entre les pays arabes qui est, disons, de session en session. Donc, ce qu'on appellerait des consultations progressives ou des consultations de moyen terme, de terme moyen, et qui se passerait tous les 3 mois, ou sur la demande du secrétaire général de la Ligue arabe, ou la demande d'un ou plusieurs ministres arabes, quels que soient les sujets qu'ils aimeraient discuter. Troisièmement, la satisfaction de tous les ministres à propos du contenu des rapports qui étaient présentés par les ministres respectifs de la Libye, du Yémen, du Soudan et finalement les autres sujets très très importants qui ont été traités, dont la sécurité arabe, la sécurité de l'eau arabe. Oui. Et toutes ces questions étaient très importantes. Oui. Il y a aussi en présence d'un mouvement, d'un grand mouvement qui se passe, d'abord que la question palestinienne reste la question mère, la question clé pour un avenir de stabilité et de paix dans la région. Et là, je me réfère aujourd'hui, Madame l'ambassadrice, aujourd'hui, en fait, les ministres arabes ont dit que le 8 février, ça sera une date très importante, un point de changement, un point tournant dans le dossier palestinien. Et aujourd'hui, on parle d'une seule voix, on parle d'une sorte de solidarité arabe pour, bien sûr, renforcer et soutenir les Palestiniens face à l'occupation israélienne. Non, mais on parle aussi d'une réunion très importante pour mettre pour l'accord, pour régler l'accord entre les différentes factions palestiniennes, surtout Fatah et Hamas. Et là, c'est un effort pur égyptien
sous le patronage du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Et là aussi, c'est très important, puisque les deux événements, moi, je les considère tout à fait complémentaires. Et puis, ils pavent le chemin, ils déblayent le chemin pour un nouveau travail de la part du monde arabe sur la question palestinienne avec la nouvelle administration américaine qui s'est prononcée pour la solution des deux États, bien qu'il faut être réaliste, les problèmes externes ne sont pas à la une de la politique américaine maintenant, à cause des problèmes internes qu'ils font face. Oui, dernière question. Tout changement dans le statut de Jérusalem aura un impact négatif sur la sécurité régionale. Ce sont en fait parmi les grandes déclarations faites au cours bien sûr de cette conférence de presse. Oui, et aussi n'oublions pas que le sentiment, nous sommes vraiment concernés, mais encore concernés par la résolution qui a été prise par le Congrès américain, donc le Sénat américain, il y a quelques jours, de consolider la décision du président sortant Donald Trump, de continuer à adopter Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui est tout à fait inacceptable et continuera à être inacceptable. Et là, j'ajouterai aussi la politique de colonisation qui continue et qui est appuyée par l'administration américaine sortante. Mais là aussi, nous avons besoin de joindre les mains avec d'autres forces régionales, mais aussi internationales, comme l'Union européenne, comme les membres du quartet européen, du quartet classique que nous avions, mais aussi les membres du groupe de Munich, qui aussi a fait beaucoup de travail et d'efforts et de consultations il y a durant le mois passé, il n'y a même pas un mois. Je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part, l'ambassadrice Wafa Bassim. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de Donat TV International. Donc, vous avez des commentaires à faire à propos de tels éclaircissements? C'est très intéressant. Si je ne me trompe pas, c'est la seule décision d'administration américaine précédente qui a été soutenue par l'administration américaine, la nouvelle administration américaine. C'est la seule décision qui a été retenue, c'est celle de l'ambassade américaine pour partir à Jérusalem. Une deuxième fois, le temps n'est pas dans l'intérêt du peuple palestinien. Et la deuxième chose, ce que l'Égypte est en train de faire maintenant, c'est d'avoir un seul voix palestinien qui peut s'asseoir sur la table et négocier avec l'autre partie pour, comme on espère tous, résoudre ce problème qui a dépassé 70 ans maintenant. Et c'est le moment, si je peux pas dire, si j'ose dire, peut-être un des dernières opportunités pour le peuple palestinien pour qu'il soit capable... Donc, votre prévision, à quel point tous ces efforts arabes conjoints, solidaires et fictifs sur le terrain, d'une seule voix, d'une seule action, contre toutes les parties qui essayent d'intervenir dans les affaires arabes, à quel point, à travers tout ce changement, vous trouvez, d'après votre prévision, vous trouvez qu'il y aura de bons résultats concrets sur le terrain en ce qui concerne les élections législatives ou présidentielles même sur la scène palestinienne? Pour commencer avec, on doit avoir les élections.
Les résultats des élections, ça devient d'une importance secondaire. Mais c'est le processus qui compte, qu'on a une administration qui ça peut rester la même administration qu'on a aujourd'hui ou ça devient une nouvelle. Mais l'important qu'on a une administration, pas deux, pour le peuple palestinien, et en même temps qui soit électé d'une façon démocratique. Okay? Si on a ça c'est déjà un très bon pas dans la bonne direction. Après ça, on rentre dans une négociation avec l'autre partie et on espère qu'on pourra sortir avec un gain de cause dans la situation. En fait, avant d'arriver au 8 février, il y avait des activités très intenses de la part de l'Égypte, de la part du Caire, sur la scène arabe afin de renforcer, soutenir la sécurité arabe qui traverse bien sûr par plusieurs crises. Donc un reportage pour vous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne les défis qui se trouvent face à la sécurité arabe. Le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli dimanche le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, M. Naïf El-Hajraf, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri. La réunion a porté sur le renforcement des relations entre l'Égypte et les pays du Golfe. Le président el-Sisi a souligné la spécificité des relations entre l'Égypte et le Golfe, le lien entre la sécurité du Golfe et la sécurité nationale égyptienne, qui est l'une des constantes de la politique égyptienne, tout en exprimant son souci à développer les relations avec le Conseil de coopération du Golfe dans divers domaines. De même, M. el-Sisi a affirmé les principes de la politique égyptienne visant à construire, à coopérer et à soutenir la solidarité arabe en tant qu'approche stratégique authentique dans le cadre du respect mutuel avec des sincères intentions côte à côte pour prévenir les risques à la nation arabe et préserver sa sécurité nationale. De son côté, M. Al-Hajraf a salué les relations fraternelles et étroites entre l'Égypte et les pays du CCG, tout en louant la volonté mutuelle de les renforcer. Il a aussi apprécié le rôle stratégique de l'Égypte sous la direction du président Al-Sisi dans la protection de la sécurité nationale arabe et la défense de toutes les questions relatives aux nations arabes, ainsi que les efforts sérieux de l'Égypte pour instaurer la sécurité, la stabilité et le développement au niveau régional. Le secrétaire général du CCG a également salué le souci continu de l'Égypte à unir les rangs et à promouvoir l'action arabe. Samedi, le président Al-Sisi avait reçu le premier ministre désigné du Liban, M. Saad Hariri, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, et le chef du service des renseignements, M. Abbas Kamel. La réunion a porté sur la position inébranlable de l'Égypte en soutenant la sécurité et la stabilité du Liban et en soutenant les efforts visant à surmonter les défis actuels afin de réaliser les aspirations de ce pays, ainsi que faire progresser le développement et préserver les capacités du peuple libanais. La réunion a porté également sur l'importance de défendre l'intérêt national du Liban afin de sortir de l'impasse actuelle dans le cadre de l'engagement envers la constitution libanaise et la nécessité d'accélérer les efforts pour former un gouvernement indépendant capable de faire face aux exigences de l'avenir recherchées par le peuple libanais. Le Premier ministre libanais a réitéré sa reconnaissance pour le soutien fourni par l'Égypte à son pays et les efforts sincères pour mobiliser le soutien international en faveur du Liban dans sa phase actuelle, reflétant l'histoire et la stratégie des relations entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu dimanche son homologue yéménite Dr Ahmed Awad Ben Moubarak au siège du ministère égyptien des Affaires étrangères, le félicitant pour sa nomination à son poste et exprimant la confiance de l'Égypte et son espoir de voir le succès réalisé dans la formation du nouveau gouvernement yéménite et contribuer à unifier les efforts et à soutenir la solution politique globale de la crise yéménite. M. Choukri a également exprimé l'engagement de l'Égypte à soutenir les efforts du gouvernement yéménite visant à réaliser la sécurité et la stabilité et à relancer le développement dans tous les domaines. Donc des messages très forts lancés à partir du Caire en ce qui concerne la stabilité au niveau du Liban, au niveau arriver à une sorte de solution à la crise yéménite.
la stabilité, c'est l'axe fort pour une paix durable au niveau de la région. Absolument. Ce que cette région ne peut pas afforder, c'est avoir une autre guerre civile, par exemple au Liban, qui a la dernière guerre civile dans les années 70 a duré presque 15 ans. Et aujourd'hui, avec la situation où on est, avec Hezbollah qui est en train de jouer un rôle vraiment principal au Liban, avec le contrepartie, le Houthi, qui est en train de jouer plus ou moins le même rôle à Yémen, et on a Iran de l'autre côté. Donc vraiment, le poids lourd du Moyen-Orient, qui est l'Arabie saoudite, est vraiment, peut être menacé. Ça, on ne peut pas se permettre si on veut avoir de la stabilité. Écoutez, ce n'est pas seulement la région. C'est pas seulement la région, c'est presque tout le monde. Hein. L'Arabie saoudite, c'est le pays le plus important dans le monde pour la production de pétrole. Donc, imaginez si jamais il y a quelque chose qui se passe. Déjà, chaque deuxième jour, chaque semaine, on entend parler d'un drone ou quelque chose qui est lancé sur l'Arabie. Okay? Mais vraiment, on ne peut pas se permettre d'avoir un contrôle qui est pro le système iranien en Liban à ces temps-là. Oui, et donc d'où provient même l'importance de ces messages lancés de la part de l'Égypte, de la part des pays du Conseil de la coopération du Golfe. Et la sécurité de l'Égypte est tout à fait liée à la sécurité de l'Égypte, des pays du Golfe et vice-versa. Un autre message, une seule voix arabe très forte. On a essayé de dépasser les crises, les problèmes inter-arabes pour concentrer les efforts sur la cause palestinienne et contre toute force qui essaie de déstabiliser, de perturber la scène arabe, notamment Israël, l'Iran et la Turquie. Absolument. Absolument. Ouais. Donc, une deuxième fois, on est dans un temps très, très spécial. Si on regarde la dernière fois dans les années 70, ben, au moins l'Irak n'était pas aussi menacé comme on l'a aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours un très grand défi si l'Irak avec la popularité chiite qui va plus ou moins devenir comment dire, prendre la même direction d'Iran. Et tu as déjà les Alaouites qui règlent en Syrie, puis tu as Hezbollah qui rentre au Liban, et du sud, on a les Houthis qui sont en train de... Tout ça, c'est trop de pression sur le poids lourd dans le Golfe qui est l'Arabie. Et on ne peut pas se permettre d'avoir ça, parce que l'Égypte ne peut pas rester en train de regarder ça sans il y a des menaces vraiment, et des défis. On ne peut pas rentrer dans ce chapitre. Des menaces et des défis face à la sécurité nationale arabe. Et il y a même des crises. Justement, nous devons proposer un reportage sur les crises qui frappent encore les pays arabes entre solutions et problèmes. La Tunisie traverse une crise politique invraisemblable alors que la population subit de plein fouet la pandémie et la récession économique. Le président Kais Saïed refuse de valider le remaniement ministériel approuvé par le Parlement sous domination de l'alliance entre les islamistes et les libéraux. Le chef de l'État conteste la désignation de 4 ministres. Les suspects dans des affaires de corruption ou de conflit d'intérêts n'ont pas le droit de prêter serment, a-t-il objecté à son chef de gouvernement, Hichem Mechichi. Sous pression de 3 formations, An-Nahda, Qalb Tounes et le bloc El Karama, ce dernier aurait concocté la liste qui leur convient. Le bureau politique du parti Al-Massar demande au ministre suspecté de se retirer. Le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, Noureddin Taboubi, estime qu'il y a des partis qui honoreront la voie de la sagesse pour le bien du pays, en appelant également les concernés à se désister. À l'appel de plusieurs organisations nationales, dont le principal syndicat, l'Union générale tunisienne du travail, des manifestants se sont rassemblés sur la place des droits de l'homme, à quelques centaines de mètres du ministère de l'Intérieur. Ils
Ils ont défilé jusqu'à l'avenue Habib Bourguiba, symbole de la révolution de 2011, dont les accès avaient été bloqués dans la matinée par la police. Les manifestants ont aussi commémoré la mort du militant laïque Chokri Belaïd, assassiné il y a 8 ans. Pour la première fois depuis le réveil de la contestation face à la persistance des difficultés économiques et de la paralysie politique, l'UGTT a apporté son soutien à cette manifestation. Les manifestants s'en sont pris en particulier au Par el-Nahda, pilier des coalitions successives depuis le renversement de Zain el-Abidine Ben Ali en 2011, reprenant le slogan scandé 10 ans plus tôt « Le peuple veut la chute du régime ». Des slogans hostiles au président du Parlement, Rachid Ghannouchi, à la tête du parti au pouvoir, ont également été scandés. Par contre, en Libye, commence à régner la stabilité après un nouveau gouvernement intérimaire. Les progrès réalisés par les acteurs politiques de la Libye, notamment par le biais des négociations et des pourparlers qui ont eu récemment emmené la Libye vers une nouvelle Libye unifiée, notamment après la mise en place d'un nouveau gouvernement qui aura pour mission de remettre sur pied le pays qui a traversé plus d'une décennie de troubles. Les pourparlers parrainés par l'ONU ont donné lieu vendredi à la mise en place d'un nouveau gouvernement intérimaire visant à résoudre une décennie de chaos, de division et de violence en organisant des élections nationales plus tard cette année. Mohamed Al-Menfi, un ancien diplomate de Benrez, y dirigera un conseil de présidence composé de 3 hommes, tandis que Abdelhamid Debeba, de la ville occidentale de Misrata, dirigera le gouvernement en tant que Premier ministre. La Libye est plongée dans le chaos depuis qu'une intervention soutenue par l'OTAN a mis fin au règne de 4 décennies de Muammar Kadhafi en 2011. Donc, crise politique en Tunisie et nouveau gouvernement intérimaire en Libye. Très rapidement, la crise en Tunisie, après 10 ans où la Tunisie, c'est où le printemps arabe a commencé, ou le soi-disant printemps arabe, parce que je ne pense pas que c'est un printemps, ça n'a rien à faire avec le printemps. Qu'est-ce que le peuple tunisien est en train de reconnaître aujourd'hui? Que ce n'est pas la solution de changer le chef de l'État et après ça, tout va devenir une économie ou un pays, ça va devenir riche parce qu'ils se sont trouvés aujourd'hui où ils étaient, ou même pire, d'où ils étaient, disons. La solution, c'est comme notre président dit toujours, le travail, le travail, le travail. Si on change la leadership et on ne change pas comment on travaille, rien ne va changer. Et c'est pour cela que je pense que l'Égypte est sûrement sur la bonne voie. Très rapidement pour la Libye, c'est très bien que on a on espère qu'on va arriver à un État. Parce que là, l'État est perdu. Même si l'État est de ce côté, mais l'important que la Libye prend la forme d'un État deuxième fois, et plus tard on va voir la politique et comment on va gérer nos relations avec cet nouvel État. En tout cas, on se trouve dans une région pleine de crises, pleine de problèmes. Justement, d'après ma dernière remarque, l'Égypte, c'est le seul pays qui se trouve stable, très fort, voit qu'est-ce que se passe exactement sur le terrain et essaye de soutenir les autres pays frères, que ce soit sur la scène arabe ou la scène africaine, n'est-ce pas? Absolument. Et il y a d'autres crises qu'on n'a pas encore touchées, parce que si on voit la Tunisie, si on voit l'Algérie, ce qui se passe au sud du Maroc, ce qui se passe au sud du Soudan, et si on prend de ce côté, tu as le Liban, la Syrie, l'Irak et puis le Yémen. Donc on a des problèmes partout. Merci Dieu, on a un leadership qui a la tête bien sur les épaules et on est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. Bonne suite de nos programmes sur l'Antenne internationale.